À l'heure où va être discuté un projet de loi d'orientation de la justice qui permettra d'allumer à distance des téléphones portables et autres appareils connectés afin de capter son, image et de géolocaliser ceux dont on considérera qu'ils sont d'éventuels criminels, il me paraît important de relire Théorie de la dictature de Michel Onfray. En voici un extrait. Principe 6. Dénoncer le crime par la pensée, l'incrédulité est un délit en soi. La construction de l'homme nouveau voulu par le Sociang nécessite un personnel politique affecté à cette tâche. Il s'agit d'une police de la pensée, la mentopolice. C'est elle qui décide de regarder l'image ou d'écouter le son espionné par le télécran. Elle choisit de façon arbitraire le jour et l'heure. Elle le peut n'importe quand dans la journée ou pendant la nuit. Elle surveille potentiellement chaque personne. On ne sait donc jamais quand elle contrôle réellement. Quand on peut être vu et entendu n'importe quand, on est vu et entendu n'importe quand. Qu'est-ce qu'un crime par la pensée? C'est penser par soi-même, regarder ce qui est, voir ce qu'il faut voir, nommer comme il faut ce qui doit être nommé. C'est affirmer que le réel existe, qu'il a bien lieu, que l'on peut bien nous dire que 2 plus 2 égale 5, mais que la vérité est que 2 plus 2 égale 4. Quoi qu'en dise le pouvoir, le régime, la police de la pensée qui ne souhaite pas qu'on dise vrai, mais qu'on dise ce que le parti dit être vrai. Ne pas croire sur parole ce qui est dit par le pouvoir, voilà le crime politique par définition. L'hérésie suprême, c'est le sens commun. Autrement dit, la pensée empirique qui prend appui sur le réel afin de produire une vérité. Car il ne faut pas chercher la vérité dans le réel, qui n'est vrai qu'autant que le parti le dit. Le parti est la source même du réel, du vrai, de la réalité et de la vérité. Penser que le réel est ce que l'on constate, ce que l'on voit et ce que l'on entend, ce que l'on peut mesurer soi-même après l'avoir appréhendé de façon subjective et singulière, c'est commettre une erreur majeure, un crime de la pensée. Troisième commandement, abolir la vérité. 2 et 2 font 5. Donc toutes ces citations sont extraites de 1984 de George Orwell. Principe 12. Enseigner l'idéologie. Les principes sacro-saints du Sociang, néo-parler, double pensée, malléabilité du passé. Un État se construit toujours autour d'une idéologie qui suppose un système de valeurs avec son bien et son mal, ses vices et ses vertus, ses salauds et ses héros, ses légendes et ses vérités, ses saints et ses hérésiarques. Cette vision du monde suppose un catéchisme simplifié, si je puis me permettre ce pléonasme, dans lequel on trouve ce qu'il faut penser si l'on se soucie de bien penser. De ce catalogue de vérités utiles à l'État, on peut donc déduire ce qu'il ne faut pas penser. Si le bien est enseigné, le mal est facile à déduire. Le Sociang d'Orwell, c'est le socialisme anglais. Un socialisme qui s'est imposé après une guerre nucléaire dans une Angleterre ravagée et en ruine. Il est l'idéologie officielle qui se décline sous le signe d'un gauchisme culturel. On en trouve les principes partout, affichés et proclamés. C'est une vérité d'État. Il est donc naturel que l'État en fasse la promotion et installe quiconque y résiste dans son viseur. On se doute bien qu'en pareil cas, la liberté de penser, de s'exprimer, d'écrire, de publier, de se réunir, de débattre est devenue caduque. L'idéologie d'État est vérité d'État et quiconque ose y résister devient un ennemi de l'État. Voilà pourquoi il faut, outre un dispositif policier de surveillance, un dispositif médiatique d'information. Principe 13, instrumentaliser la presse. Citation d'Orwell, les données que l'on traite n'ont le plus souvent aucun rapport avec le monde réel. Depuis qu'elle existe, la presse est moins un instrument d'information qu'un dispositif idéologique.
Elle peut informer, bien sûr, mais jamais de manière neutre. Le support médiatique obéit aux objectifs de son propriétaire, qui est d'imposer ses idées en les diffusant le plus largement possible, après les avoir présentées d'une façon orientée. En régime totalitaire, elle sert ouvertement d'instrument de propagande. Le ministère de la Vérité pilote les choses chez Orwell. Quelques personnes invisibles établissent la ligne directrice suivie par le journal. Sport, faits divers, astrologie, pornographie, ces genres semblent hétérogènes, mais en tant qu'ils détournent de l'essentiel, interdisent l'analyse, n'obligent pas à la réflexion, tablent sur le divertissement, se proposent de répondre simplement à la misère morale et à la misère sexuelle, ils relèvent d'une véritable homogénéité. Dans ces services, les données que l'on traite n'ont le plus souvent aucun rapport avec le monde réel, avoue l'un de ces acteurs. Il n'est en effet pas besoin d'informer sur le réel, puisque le but du journalisme consiste à former à l'idéologie au prétexte d'informer sur le réel. On écrit une chose, puis on la réécrit, on supprime ce qui a été annoncé quand le réel a donné tort à l'annonce, on réécrit pour y annoncer à la place, informé par ce qu'a été le réel, que ce réel non annoncé, puisque c'est son contraire qui avait été promu, l'a pourtant bien été par le parti qui ne saurait avoir tort ni se tromper. Il est dans les attributions de cette engeance de supprimer des photographies, de les modifier, de les créer selon les besoins du régime, car on ne saurait conserver trace d'informations qui mettraient le régime en difficulté. Le réel est toujours ce que le pouvoir a décidé qu'il soit. Les journalistes sont les acteurs de cet effacement du réel ou de la création d'un réel alternatif. Principe 14. Propager de fausses nouvelles. La Terre est plate, dit le parti. Le problème n'est donc plus de dire la vérité, mais ce qui est utile au parti et qui, de ce fait, devient vérité. Si le régime a besoin de dire que la Terre est plate, il a ses raisons, qui sont donc de bonnes raisons. Nul besoin de chercher à savoir si c'est vrai par ses propres moyens, en mobilisant sa culture, son savoir, son intelligence, sa raison, sa faculté de penser, de discerner ou de juger. Il suffit de croire. De même, si le parti a décidé de dire que le noir est blanc, que le blanc est noir, et qu'une chose peut être blanche et noire en même temps, si le parti l'affirme, il est fondé à le dire. Le double pensée est là pour fournir les allures de la logique à ce paralogisme. D'ailleurs, le paralogisme relève de l'ancien monde et de l'obsoparlé, autrement dit d'un temps révolu et mal famé. La logique du néo-parlé peut bien passer pour un paralogisme, mais comme ce sera selon l'ordre et les principes de l'obsoparlé, l'objection sera de facto nulle et non avenue, puisque politiquement et idéologiquement, elle sera marquée du sceau de l'infamie. Autre exemple. Si le parti affirme que la glace est plus lourde que l'eau, quiconque aurait recours à la démonstration empirique qu'un glaçon flotte dans l'eau et qu'il s'avère donc plus léger, ce que l'expérience prouve, c'est l'expérience qui aurait tort et le parti raison. Si le réel infirme une thèse du parti, le réel a tort. Les journalistes et les intellectuels au service du parti sont là pour en apporter la perpétuelle démonstration. Le régime les appointe pour cette tâche. Au télécran, les journalistes peuvent annoncer ce genre d'informations. Nous avons des nouvelles triomphales à vous communiquer. Nous avons gagné la bataille de la production. Les retours désormais complets sur la production des biens de consommation font ressortir que le niveau de vie s'est élevé de 20% au cours de l'année écoulée. Suivent des dépêches sur des manifestations spontanées, sur des foules enthousiastes descendues dans la rue, sur des calicots fervents, le tout pour dire que le peuple remercie le régime de sa bienveillance, de son efficacité, de sa générosité envers le peuple. Les journalistes propagent pourtant des données contraires à ce que le réel enseigne. Pénurie en tout, mauvaise qualité des produits, rationnement plus sévère, disparition d'un grand nombre de produits, voilà en effet le quotidien des citoyens de ce régime autoritaire. C'est le réel qui a tort.
Que dit le peuple de ce grand écart entre le réel et l'idéologie? Tout ce qu'on sait, c'est que chaque trimestre, un nombre astronomique de chaussures sont produites sur le papier, pendant que la moitié des Océaniens marchent sans doute pieds nus. D'autres fois, les informations concernent des alliances politiques, puis des renversements de ces mêmes alliances, des batailles remportées, puis des guerres gagnées, des progrès considérables en matière de logement, de santé, de lutte contre l'illettrisme, d'amélioration de l'alimentation, en matière de production de meilleurs vêtements, d'offres de divertissement de meilleure qualité, d'augmentation de la durée de vie, de progrès effectués en matière de médecine et de recherche, d'abaissement de la durée du temps de travail. Mais personne ne dispose des moyens de contredire ces vérités. Ce sont les seuls qui soient. Le journaliste produit le réel. L'homme du commun s'en trouve privé à cause de lui. Toute information s'avère une désinformation. Voilà en quoi consiste le métier de journaliste. Intoxiquer sous prétexte d'informer et désinformer sous prétexte de désintoxiquer. Principe 15. Produire le réel. Rien n'existe en dehors de la conscience. Au sens noble du terme, la philosophie du totalitarisme est un solipsisme. Le réel n'a pas d'existence autonome, indépendamment d'un sujet qui lui donnerait sens, vie et vérité par sa conscience, mais il s'avère un pur produit de la conscience. Le réel n'est donc pas une idée ou une illusion des sens, comme le croient les platoniciens, mais une construction mentale. Cette construction mentale n'est pas non plus une fiction littéraire ou psychologique, une fable métapsychologique ou une hypothèse de travail ontologique, car elle renvoie tout simplement au cerveau dans sa pure matérialité. La conscience est une sécrétion de l'encéphale. Le réel suinte donc de la matière grise comme l'eau après une infiltration dans une maison. Une pareille métaphysique est extrêmement intéressante d'un point de vue politique. C'est aussi bien celle d'un pur idéalisme, comme l'évêque Berkeley, que d'un pur matérialiste, comme le médecin Cabanis, ou bien encore d'un mélange des deux, comme chez Schopenhauer. Si le réel n'est que ce que la conscience le fait être, il suffit d'agir sur les consciences pour produire le réel escompté. En matière de réel, ce qui est, c'est seulement ce qui s'est trouvé mis dans la conscience, donc dans la tête du sujet. Via le formatage des consciences, le pouvoir peut donc produire le réel qui lui convient. Dès lors, on comprend l'importance de la presse dans la production d'un réel fictif. La première chose consiste à ne pas croire ce que l'on voit ou ce que l'on entend. La seconde, à croire seulement à ce que le parti dit. Car ce que sa philosophie nie tacitement, ce n'est pas simplement la validité de l'expérience, mais l'existence même d'une réalité extérieure. Puis, comment être sûr que 2 et 2 font 4, que la force de gravité est opérante, que le passé est immuable? Si le passé et le monde extérieur n'existent que dans le cerveau, et si le cerveau se contrôle, alors en effet, le réel n'a pas lieu, et seul a lieu ce que le pouvoir a décidé être le réel, et rien d'autre. Si le parti est la matrice de toute réalité, il l'est de toute vérité, donc de toute fausseté. Ce qu'il dit seul est vrai, donc est. O'Brien, l'intellectuel qui le torture, dit à Winston : « Nous contrôlons la matière parce que nous contrôlons l'esprit. La réalité loge à l'intérieur du crâne. Rien n'existe en dehors de la conscience de l'homme. » Winston a beau en appeler à l'histoire, au passé, à l'existence des fossiles, aux lois de l'astronomie, à la vérité et à la réalité des étoiles. Tout ceci existe bel et bien, non ? Alors O'Brien nie que cela soit. Il affirme que ce sont des mensonges et inverse la logique. Ce qui est vrai dans l'ancien monde est devenu faux dans le nouveau, et vice-versa. Faisant la leçon à Winston qui se dit « Ce postulat que rien n'existe en dehors de la conscience, il doit bien y avoir un moyen de démontrer qu'il est faux », mais qui ne parvient pas à se rappeler comment jadis on démontrait l'absurdité d'une telle thèse, O'Brien lâche. La métaphysique n'est pas ton fort. Le mot qui échappe,
c'est solipsisme. Mais tu te trompes. Il ne s'agit pas ici de solipsisme, ou alors de solipsisme collectif, si tu veux. Pour voir le réel tel qu'il est, une seule chose s'avère nécessaire, l'obéissance. L'humilité et la discipline doivent conduire quiconque veut savoir ce qui est ou ce qui est vrai, ce qui s'avère une seule et même chose. O'Brien dit à Winston « Tu crois que la réalité est quelque chose d'objectif, d'extérieur, qui existerait à part entière? Tu crois aussi qu'elle s'impose, comme une évidence? Quand tu te persuades de voir quelque chose, tu te figures que tout le monde voit la même chose que toi. Mais je te le dis, Winston, il n'y a pas de réalité extérieure. La réalité existe dans l'esprit de l'homme, nulle part ailleurs. Je ne te parle pas de l'esprit de l'individu qui peut se tromper, et de toute façon à la vie courte, mais du cerveau du parti, lequel est collectif et immortel. Tout ce que le parti tient pour vrai est la vérité. On ne saurait voir la vérité autrement que par ses yeux.